La fiscalité du capital revient au cœur du débat. Un débat complexe, car cette fiscalité joue sur différentes assiettes très hétérogènes et sur différents stades. Quand on pense capital, chacun a en tête trois grands supports. Le capital productif, en fait, toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont la source de la création de richesse. L'épargne financière, ensuite, qui est une forme de détention indirecte du capital productif, qui finance une partie des immobilisations privées et collectives. Enfin, le capital résidentiel et foncier. Soit ces assiettes sont taxées sur la base des revenus qu'ils procurent, impôts sur la production, sur les profits des entreprises, les intérêts et les dividendes pour les détenteurs de capital financier, les loyers pour l'immobilier. Soit c'est la détention qui est taxée au prorata de la valeur, impôt foncier, ISF en France, soit ce sont les transactions, notamment en cas de cession ou de transmission, sur lequel s'opère le prélèvement, notamment sur la plus-value. Tout cela crée un ensemble menacé à chaque instant de multitaxation en cascade et de taux marginaux qui peuvent facilement devenir confiscatoires. Ce que l'on sait, c'est que le poids de cette fiscalité est globalement élevé en France et que l'écart se creuse avec le reste des pays européens. Or, le capital est la base la plus mobile, on le sait, et une fiscalité excessive va se retourner contre son objectif premier, aussi bien sur le plan de l'équité que de l'efficacité. Premièrement, il existe 1001 montages permettant aux plus riches de sanctuariser les revenus sous des juridictions clémentes. Deuxièmement, la destruction de la base peut rapidement annuler les effets d'une hausse des impôts. En même temps, il faut être conscient que la tendance forte du capitalisme aujourd'hui est d'extraire le risque du capital pour le reporter sur le travail. Avec la précarisation de la relation d'emploi, avec la variabilité des rémunérations et des temps de travail notamment, mais aussi avec la montée des structures en plateforme qui reportent sur les prestataires toute une série de coûts fixes, puisque le prestataire prend à sa charge son outil de travail, puisqu'il lui revient aussi de se former, d'actualiser son savoir-faire, puisque son travail de routine ou ses temps de repos ne sont plus pris en charge par la structure. Tout cela participe à un transfert de risque. Face à cela, on peut comprendre la pression sociale pour taxer le capital. Le capital dont la concentration croissante tend à creuser les inégalités. Le capital qui rime de moins en moins avec une prise de risque réelle. Le capital dont la profitabilité et la sécurité tendent à augmenter avec la bienveillance des banques centrales. C'est conscient de tout cela qu'il faut aborder la réflexion sur la fiscalité du capital. On ne peut à la fois vouloir diluer le risque dans l'économie et expliquer que pour corriger cela, réduire notamment les inégalités et sécuriser les parcours d'activité de plus en plus chaotiques, tout peut être taxé sauf le capital. Rien ne sert en retour de matraquer le capital si cela ne rapporte rien et détruit notre socle productif. Je proposerai à ce stade 5 principes non limitatifs. 1. C'est au fond la prise réelle de risque qui doit être au cœur de nos préoccupations. Il faut alors être conscient qu'une fortune financière est exposée à un risque diversifiable. Ce n'est pas la même chose de détenir sa propre entreprise, le risque est là non diversifiable, que de détenir un portefeuille d'actions dans le cadre d'un patrimoine financier lui-même diversifié. Ce n'est pas la même chose non plus de recycler sa fortune en tant que business angel que de détenir du capital immobilier ou une oliveraie dans le Sud. Autrement dit, c'est le créateur de valeur productive qui doit faire l'objet d'une attention prioritaire à tous les stades de son parcours, y compris la transmission, en y incluant même les serial entrepreneurs. 2. Il faut se méfier des aides à l'épargne longue ou courte qui ne changent que la structure de l'épargne, notamment dans une population vieillissante qui épargne quoi qu'il advienne. Et ce n'est pas parce que l'on remplit le réservoir d'épargne qu'elle irriguera l'économie productive. Laissons aux intermédiaires financiers le soin de transformer l'épargne. 3. Il faut avoir une fiscalité d'abord favorable à la profitabilité du capital productif résident.
plutôt que de multiplier les niches favorisant la détention indirecte du capital pour lever la réticence, fondée d'ailleurs, des investisseurs à s'exposer. Avec de surcroît aucune garantie que l'épargne ira sur des entreprises résidentes. 4. Il faut être conscient que certains paramètres de la fiscalité sur les plus-values et les dividendes notamment peuvent fragiliser le contrôle des centres de décision. 5. Il faut faire en sorte enfin que les grandes fortunes, à défaut d'être taxées, soient recyclées sur des finalités d'intérêt commun, à l'instar par exemple du système américain des fondations. Bref, ce qu'il faut, c'est essayer, tant faire se peut, de dissocier taxation des riches et taxation des risques.